Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, très chers étudiants. C'est toujours la suite du programme qui a été tracé au préalable. Donc on continue. Sur la dernière vidéo, il y avait juste la moitié de l'exercice qu'on a voulu traiter pour résumer l'ensemble du chapitre généralité. Donc on continue avec ce même exercice. On s'est arrêté sur une petite définition sur les ondes longitudinales. On avait fait déjà les ondes transversales. On continue avec l'onde longitudinale. Comment différencier entre une onde longitudinale et transversale? On a dit que pour une onde transversale, il y avait la source d'excitation qui était perpendiculaire à la propagation. Par contre, pour ce qui concerne les ondes longitudinales, c'est quand l'onde générée, excitation, est parallèle à la propagation. Ça, c'est pour l'onde qui est longitudinale. Donc, parallèle à la propagation, dans la partie travaux pratiques, on donne un exemple. Donc, un exemple qui est très simple. Donc, il y a un support où à une des deux extrémités, on attache un ressort. Et à l'autre extrémité, on attache avec un diapason où il y a une excitation électrique sur le ressort. Donc, il y a le support, un diapason et où la tige métallique, cette tige métallique, elle fait un mouvement vertical. Et le ressort aussi, l'excitation se propage dans le ressort et à ce moment-là, le ressort il commence à vibrer ou à résonner et au repos, on a un ressort qui est en état de relâchement. Maintenant, sous excitation, à une fréquence donnée, on commence à remarquer qu'il y a déjà des nœuds et des ventres qui s'installent. Donc, comment différencier les nœuds et les ventres pour la corde où on a traité l'exemple des ondes transversales et pour le ressort où on donne comme exemple les ondes longitudinales, c'est par rapport au paquet d'ondes. Donc au paquet pour le ventre. C'est pour les ventres à une certaine fréquence, on remarque que l'excitation elle est tellement grande à une certaine fréquence donnée que on remarque que le ressort il se divise en plusieurs compartiments. Ou là où c'est à l'aide d'un stroboscope, on remarque que là où c'est sombre, les régions sombres, c'est des nœuds. C'est un nœud. Et là où c'est transparent, à l'aide toujours d'un oscillo, là où c'est transparent, c'est clair. Et c'est des vents. Donc pour savoir combien on a de ventres et combien on a de nœuds, il suffit d'installer un stroboscope pour à peu près figer l'oscillation et compter combien de régions transparentes, combien on a de régions transparentes et combien on a de régions ou de paliers sombres. Donc le nombre de paliers sombres, ça correspond au nombre de nœuds et le nombre de paquets clairs, ça correspond au ventre. Grosso modo, le nombre de nœuds moins 1, ça fait le nombre de ventres. Parce qu'il y a 2 nœuds pour former un ventre. Très bien. Donc ça, c'était pour les ondes longitudinales. Donc grosso modo, tant que l'excitation, elle est suivante Y, par exemple, si on prend que cet axe, c'est le Y, cet axe, c'est l'axe X. Donc l'excitation, elle est suivante Y, et la propagation, disons, on fait comme ça. La propagation est suivante Y aussi. Donc, excitation suivant Y, propagation suivant Y, donc l'onde elle est longitudinale. Parce que l'axe de propagation, il est parallèle à l'axe où elle est générée l'excitation. Donc, une onde longitudinale, c'est quand l'excitation elle est parallèle à la propagation. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, comment on différencie entre une onde longitudinale et une onde transversale? C'est à partir de la fonction d'onde. Comme on a ici comme exemple, donc U de xt qui est égal à 1 cosinus. Donc j'ai mis un A juste pour éviter d'écrire les valeurs. 2pi t sur t
moins x sur lambda, comme ça. Ça, c'est pour la fonction d'onde. Et on remarque bien que là où c'est ici, on a la source ou l'excitation. La source, donc excitation. Et là, on a la propagation. La propagation. Donc, quand c'est, grosso modo, quand c'est kiff-kiff, c'est aussi clair que ça. Donc, quand c'est kiff-kiff, c'est une onde qui est longitudinale. Quand c'est différent, c'est une onde qui est transversale. Si on a par exemple U de Y, XT, donc la propagation est suivant X et la source d'excitation est suivant Y, donc on dit que l'onde elle est transversale. Si l'onde, ici, on a un U de Y, YT, donc la propagation est suivant Y, la source d'excitation est suivant Y, donc l'onde elle est longitudinale. Bien sûr, la dépendance ici, elle change suivant les données qu'on a ici. Donc la propagation étant parallèle à, pour répondre à la question, la propagation étant parallèle à l'excitation, donc on a le même axe de propagation, de X, donc l'onde elle est dite longitudinale. Donc tant que la propagation est parallèle à l'excitation, l'onde est dite de type longitude. Et c'est pour ça qu'on a préféré commencer par les ondes transversales et par la suite faire un petit rappel sur les ondes longitudinales, parce que le cas de notre exercice, c'est une onde qui est longitudinale, bien sûr. J'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas de perturbation sur le son, comme ça on avancera très bien. Donc ça c'était la première partie de la question 2, c'était juste la première partie. La deuxième partie, ils nous demandent de donner quel est le front d'onde. Donc deuxième partie, elle est réservée pour le front d'onde. Le front d'onde. Bien. Alors, par définition, le front d'onde, c'est les plans ou les points qui forment le front de l'onde. Par exemple, si on prend une onde, à titre d'exemple, une onde qui se propage comme ça, donc ça, représente le front d'onde. Donc le front d'onde, c'est ça. Ça, c'est واجهة الموجة. Ça, c'est le front d'onde. Bien, donc si on s'amuse, on dessine les plans de densité de front d'onde, ça représente les plans des front d'onde. Ça c'est pour le cas des ondes bidimensionnelles. Donc le cas des ondes bidimensionnelles, le front d'onde est un plan. Donc dans le cas bidimensionnel, les fronts d'onde, c'est les points qui forment les points de densité qui forment le plan qui est perpendiculaire à la propagation. Bien, donc ça c'était les fronts d'onde. Maintenant, pour le cas, donc ça c'est pour une onde qui est 2D, où le front d'onde est formé par un plan, est formé par des points de densité de telle manière à former un plan. Bien, maintenant, quant au front d'onde d'une onde de plan unidimensionnel, le front d'onde, c'est un ensemble de points qui forment l'axe de propagation de l'onde. Donc, comme l'axe de propagation de l'onde est l'axe des X, donc le front d'onde, ce sont les points de l'axe des X. Donc, dans notre exercice,
dans notre cas, le fond d'onde représente les points qui forment l'axe des X. Ou c'est les points X. Bien, ça c'était la deuxième partie de la question numéro 2. Donc jusqu'ici, je pense que ça va. On passe à la troisième question, du même exercice. Donc à la troisième question, il nous demande de trouver la distance qui sépare. Donc quels sont les points où l'onde est déphasée de pi sur 3 par rapport à la source située à l'origine, en x égale à 0. Et deuxième partie, exprimer la distance de ces points à la source en fonction de la longueur d'onde lambda. Donc on va faire première partie et deuxième partie ensemble. Donc et on commence. Donc troisième question. Il nous demande la distance ou les points où l'onde est déphasée de pi sur 3 par rapport à la source située par rapport à la source située à l'origine, c'est-à-dire en x égale à 0, et on donne cette distance en fonction de l'angle. Bien, donc si on reprend notre fonction d'onde, ux de xt, qui est égal à a cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda. Donc, et on a besoin de trouver la distance qui sépare les points qui sont déphasés de pi sur 3 par rapport à la source. Donc, en x égale à 0. Donc, en x égale à 0, je mets ici, en x égale à 0, l'onde devient, donc u de x de 0t, elle est égale à 1 cosinus de pi t sur grand T. Et les points où c'est déphasé par rapport à x, par rapport à l'origine de pi sur 3, donc je mets ici un pi sur 3, sont égales à cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda plus pi sur 3. Donc comme les points sont les mêmes, juste déphasés de pi sur 3 par rapport à l'origine, on met une égalité, donc u de x de 0t sont égaux au x de xt avec un déphasage de pi sur 3. Ici, donc désolé. Donc je mets ici, pour que ça apparaît, que sur pi sur 3. Donc ce qui implique que le a cosinus de pi t sur grand T égale à a cosinus de pi t sur grand T moins x sur lambda plus pi sur 3. Alors, juste pour faire un petit rappel, pourquoi on a mis le pi sur 3 ici? Parce que on sait déjà que la fonction d'onde, la forme générale de la fonction d'onde, elle se met sous cette forme. Donc, la fonction d'onde, elle se met sous cette forme, u de xt par exemple, ou u de rt, est égal à 1 cosinus, par exemple, oméga t moins kr plus phi. Comme ça.
ou plus delta phi, pour dire que c'est le déphasage. Donc si on a un plus entre les deux, c'est une onde qui est régressive. Si on a un moins entre les deux, entre la pulsation ou entre la partie temporelle et la partie spatiale, si on a entre les deux un plus, ça sera une onde qui est purement régressive. Et si on a un moins entre les deux, c'est une onde qui est purement progressive. Maintenant, si je peux donner un exemple sur une onde qui est progressive et une onde qui est régressive, c'est donc on prend comme exemple l'onde stationnaire. L'aller de l'onde stationnaire est une onde qui est progressive. Le retour de l'onde stationnaire, c'est une onde qui est régressive. Et on a pris l'exemple d'un autocar ou d'un bus qui fait son circuit. Donc il démarre, par exemple, dans le cas de la wilaya d'Oran, le bus, le 11 par exemple, la ligne numéro 11, elle démarre de Valero ou de boulevard Mata. Donc elle peut aller jusqu'à Birgit, jusqu'à Lusto ou Hay Sabah. Et dès son retour de Hay Sabah, elle revient vers boulevard Mata. Donc l'aller de boulevard Mata vers Hay Sabah, ça sera une onde qui est progressive. Le retour de Hay Sabah vers boulevard Mata, c'est une onde qui est régressive. La superposition des deux fait que l'onde résultante est une onde qui est stationnaire. Bien. Donc c'est pour ça qu'on a pu rajouter ici un pi sur 3, pour revenir à l'exemple, un pi sur 3 qui représente le déphasage. Ok, donc ça c'est en dehors de notre exercice, juste pour expliquer. Donc on fait remarque, comme ça, pour retenir. Maintenant, on continue sur notre lancée. Donc ce qui implique que cosinus, donc le A il va sauter, donc cosinus de pi t sur t égale à cosinus de pi. Si on enlève les cosinus, ça va faire 2 pi t sur t qui est égal à 2 pi t sur t moins x sur lambda plus pi sur 3 plus 2 n pi. Ça pour assurer la périodicité de la fonction trigonométrique cosinus. Bien, donc le terme de la dépendance temporelle il va sauter, comme ça. Donc ce qui nous reste de tout ça, donc il reste un moins, donc un x de pi x sur lambda qui est égal à pi sur 3 plus de n pi. Donc 1 pi sur 3 plus de 1 pi. Donc, on fait sortir le x, donc ce qui implique que, pardon, j'écris par ici, le x va nous donner x. Donc on simplifie les 2 pi de partout. Donc ça va faire 1 lambda sur 6, 1 lambda sur 6, plus n lambda. Donc en faisant sortir le lambda, donc je mets par ici, donc ce qui implique que le lambda, le x pardon qu'on recherche, en fonction de lambda, ça va faire 1 sur 6 plus 1. Voilà. Et ça dépendra que de lambda. Ça c'est pour la question numéro 3 de l'exercice. J'espère que jusqu'ici ça va. Donc on fait, grosso modo, on revient sur la petite démonstration, disons. Donc il nous demande de trouver la distance qui sépare deux points déphasés de pi sur 3 par rapport à l'origine. Donc par rapport à l'origine, c'est-à-dire on se situe au niveau de x égale à 0. Donc la position au niveau de x égale à 0, la fonction d'onde au niveau de x égale à 0 est la suivante. Donc la partie spatiale a disparu. Maintenant, la position ou la fonction d'onde pour un déphasage de pi sur 3 est la suivante. Maintenant, si on veut mesurer la distance entre deux points similaires, distants ou déphasés de pi sur 3 par rapport à l'origine, on a fait une égalité entre les deux. Et à ce moment-là, on a pu faire sortir la distance qui sépare deux points déphasés de pi sur 3 par rapport à l'origine. Donc ça, c'était la question numéro 3. Pour la question numéro 4, par contre, on va faire le contraire. Donc on a la distance qui sépare deux points et on cherche à trouver le déphasage qui lui correspond.
Donc on s'arrête pour première partie ici.